Le 30 juin 1934, le régime nazi déclencha une purge interne brutale, connue sous le nom de « Nuit des longs couteaux ». Adolf Hitler, effrayé et sous la pression de l'élite militaire face à la montée en puissance des SSA, ordonna l'élimination systématique de ses propres camarades. Parmi eux se trouvait Karl Ernst, l'un des principaux dirigeants de cette organisation paramilitaire, proche d'Ernst Röhm et pointé du doigt pour son passé de videur dans une boîte de nuit homosexuelle et ses liens avec la communauté gay berlinoise. Karl Ernst fut arrêté au retour de sa lune de miel, transporté par avion de Brême à Berlin sous la garde des SS. Il fut alors incarcéré à la prison de Lehrterstrasse, où il se vit refuser toute défense ou tout recours. Selon certains témoignages, il fut contraint de se déshabiller, humilié, battu, puis fusillé au sous-sol de la prison, où son corps fut abattu de plusieurs balles à bout portant. Son corps ne fut jamais rendu à sa famille. L'ascension de Karl Ernst au sein du parti nazi et son rôle au sein de la SA. Le 30 juin 1934, le chef des troupes d'assaut, Karl Ernst, une ancienne prostituée parvenue au plus haut gradé du régime nazi, s'apprêtait à vivre sa lune de miel. Des agents SS l'encerclèrent au port de Brême. Celui qui, pendant des années, avait caché sa vie privée tout en contrôlant violemment les rues de Berlin, comprit qu'il allait être éliminé. Hitler avait décidé d'éliminer plusieurs des siens, et Ernst, avec tous ses secrets, fut le premier à tomber. Certains membres de la SA le surnommèrent Frau von Erbin. Après sa capture, il fut emmené à Berlin, où il fut battu avant d'être exécuté. Après la fin de la Grande Guerre en 1918, l'Allemagne fut complètement transformée. L'accord signé à Versailles un an plus tard imputa la responsabilité du conflit au pays, imposa des sanctions massives, réduisit son armée, la déposa sur ses régions et la laissa avec une souveraineté très limitée. Ces mesures provoquèrent colère et frustration dans tout le pays. La nouvelle République parlementaire fut fondée en 1919, mais fut confrontée à des problèmes dès son origine. Elle connut des attaques de groupes extrémistes des deux côtés, une hyperinflation en 1923 et des conflits internes constants. Berlin devint un temps célèbre pour sa vie artistique et culturelle, mais cette époque fut interrompue par l'effondrement économique mondial de 1929. Ce désastre aggrava la pauvreté et le chômage en Allemagne. C'est alors que le parti d'Hitler commença à prendre son essor. Fort de messages nationalistes, racistes et militaristes, il parvint à attirer des milliers de partisans. Dans ce contexte, des groupes armés apparurent sur tout le continent. Certains étaient d'extrême droite, d'autres de gauche. En Allemagne, l'un des plus actifs fut le corps franc, composé de soldats retraités. Le corps franc fut utilisé à plusieurs reprises pour réprimer les manifestations communistes. Au fil du temps, nombre de ses membres rejoignirent le mouvement hitlérien. En 1920, un nouveau groupe armé lié au Parti national-socialiste fut formé. Il fut baptisé Sturmabteilung ou SA, qui signifie section d'assaut en allemand. Ses fonctions étaient multiples: surveiller les événements du parti, diffuser de la propagande, combattre les opposants et dispenser un entraînement militaire. La SA devint célèbre pour ses violentes attaques contre les communistes et autres opposants au nazisme. Avec la crise économique, la SA commença à recruter de plus en plus de membres. En 1926, on en comptait 6 000. En 1930, on en comptait déjà 60 000. En 1931, on en comptait 6 077 000. En novembre de la même année, on en comptait 220 et 1 000. En août 1932, ce nombre avait déjà atteint 485 000. Et lorsque Hitler devint chancelier en janvier 1933, la SA comptait déjà 3 millions de membres, soit bien plus que l'armée régulière, limitée à 100 000 par le traité de Versailles. Karl Ernst fut l'un des membres les plus dynamiques de la SA. En 1927, il commença à prendre de l'importance à Munich et, en mars 1931, il dirigeait des sections importantes du groupe. Sa carrière progressa encore lorsqu'il reçut l'aval de Röhm, le commandant suprême des SA. Malgré les commentaires et les rumeurs sur son orientation, Ernst resta inébranlable dans sa position. À cette époque, des luttes intestines éclatèrent au sein des SA. En 1931, le chef berlinois, Walter Stennes, se rebella contre Röhm. Il déclara qu'il n'obéirait jamais à un homme comme lui, qu'il qualifiait d'homosexuel et entouré de prostituées.
Ernst figurait parmi ceux mentionnés. Malgré cela, Hitler remplaça Stenz par Paul Schulz, qui à son tour promut Edmund Heines et Karl Ernst au commandement. Cette même année 1931, la position de Karl Ernst se renforça. Les membres les plus fidèles du parti le respectaient et sa position à Berlin lui conférait un grand pouvoir. En peu de temps, il devint l'un des hommes de confiance de Röhm et, de ce fait, la cible de la suspicion et des critiques. Cependant, pour Hitler, Ernst était utile. Il organisait, exécutait les ordres sans hésitation et gardait le contrôle de la rue. Cela le rendait précieux dans les moments où les luttes politiques devenaient physiques. Le 30 janvier 1933, Hitler prit le contrôle du gouvernement. À cette époque, la SA était devenue un monstre armé et nombreux. Ernst conserva le commandement de la région de Berlin et exécuta les ordres du parti sans poser de questions. Son pouvoir grandissait avec celui du régime et il semblait intouchable. Dans ce contexte, la violence devint monnaie courante. La SA ne se contenta pas de vaincre les communistes. Elle intimida également les opposants, organisa des manifestations et investit l'espace public. Ernst utilisa toutes ses ressources. On disait qu'il contrôlait la ville d'une main de fer et sans limite. Sa présence était perceptible dans chaque acte de répression. Cependant, ce pouvoir suscitait la peur. L'armée régulière, sévèrement limitée par le traité de paix, observait avec inquiétude la croissance et l'armement des SA. Röhm, chef de cette force parallèle, évoqua ouvertement la fusion des SA avec l'armée, placée sous son commandement. Cela provoqua le rejet des généraux. Pour Hitler, la pression était claire. Se débarrasser de Röhm et de ses hommes ou risquer le soutien des forces armées. C'est alors qu'une épuration interne commença à être planifiée. Himmler et Göring, chefs de la police secrète et des SS, collaborèrent avec Hitler pour identifier les chefs des SA à éliminer. Sur cette liste figuraient Röhm, Heines et Karl Ernst. Tous occupèrent des postes clés, tous proches les uns des autres. Karl Ernst, quant à lui, ne se doutait de rien. Il était en voyage de noces, voyageant dans le nord du pays. Son projet était d'embarquer de Brême pour Tenerife. Mais avant qu'il ne puisse prendre la mer, des agents SS l'arrêtèrent au port. Ils ne lui donnèrent aucune explication. Il fut mis dans un véhicule et emmené à Berlin. Durant le voyage, il fut battu à plusieurs reprises. Des rapports font état de mauvais traitements pendant le voyage. À son arrivée à Berlin, il fut enfermé sans procès ni avocat. À un moment donné, on lui informa qu'il était accusé de trahison et de corruption. Cette accusation faisait partie d'un prétexte général pour justifier les exécutions à venir. Karl Ernst fut emmené dans une prison de fortune et après plusieurs heures d'attente, fusillé sans procès. Son corps fut jeté dans une fosse commune. Le régime n'autorisa ni enterrement, ni cérémonie, ni procès verbal officiel détaillé. Il voulait effacer son héritage. Au même moment, d'autres dirigeants des SA étaient également arrêtés. Certains furent exécutés sur le champ. Edmund Heines fut retrouvé au lit avec un autre homme, selon le rapport, et fut assassiné sur place. Röhm fut laissé dans sa cellule avec un pistolet pour se suicider, mais comme il refusait de le faire, ils l'exécutèrent quand même. Le tout en moins de 48 heures. Avant cela, Karl Ernst avait été impliqué dans divers groupes et mouvements violents apparus après l'effondrement de l'Empire allemand. Comme d'autres jeunes hommes sans but après la guerre, il avait rejoint les Freikorps, un réseau d'anciens combattants qui combattirent les communistes et d'autres groupes qu'il considérait comme ennemis. Au sein de ces cercles, Ernst devint célèbre pour sa brutalité et sa loyauté. Alors que les combats de rue s'intensifiaient, de nombreux membres des Freikorps rejoignirent la SA. Ernst ne fit pas exception. Au sein de cette force, il trouva un espace où l'agression, l'ordre militaire et la haine politique étaient acceptés et promus. C'est là qu'il connut rapidement une ascension sociale. Il savait imposer l'autorité et s'adapter à ce qu'on attendait de lui. Dès ses premières années, des rumeurs circulaient déjà sur son passé de travailleur du sexe. Certaines sources indiquèrent qu'il avait exercé cette activité à Berlin pendant les années d'instabilité, bien qu'il ne l'ait jamais ni confirmé ni démenti. Cette partie de sa vie fut plus tard utilisée pour le discréditer lorsqu'il cessa d'être utile au régime. En 1931, Ernst faisait déjà partie du cercle restreint d'Ernst Röhm, le chef suprême des SA. Röhm, lui aussi soldat, était rentré au pays après un séjour en Bolivie. Il partageait sa vision de la violence comme outil politique. De plus, les deux hommes étaient liés par leur vie privée,
bien qu'il n'en ait jamais parlé publiquement. La même année, Röhm retourna en Allemagne et reprit le contrôle total des SA. Dès lors, il protégea et promut plusieurs de ses proches, dont Karl Ernst. C'est d'ailleurs Röhm qui le nomma chef du commandement de Berlin. Grâce à ce poste, Ernst prit le contrôle de milliers d'hommes armés. Il contrôlait les actions de rue, les escortes, les attaques et les manifestations de masse. La structure des SA était pyramidale. Chaque région avait un chef et chaque section opérationnelle répondait avec discipline. À Berlin, c'était Ernst qui dirigeait. Sous sa direction, la ville connut une période d'attaques systématiques contre les rivaux nazis. Les SA attaquèrent les quartiers généraux communistes, perturbèrent les rassemblements de l'opposition et s'emparèrent de quartiers entiers. La présence de Karl Ernst aux événements officiels augmenta. On le vit à des défilés, à des réunions avec des personnalités du parti et à des événements de propagande. Il avait accompli un exploit rare, passé de la marge à une position de pouvoir soutenue par Röhm et toléré par Hitler. Durant ces années, certains médias non alignés sur le nazisme publièrent des articles suggérant des relations intimes entre de hauts commandants des SA. Ernst était mentionné dans de telles notes. L'un des épisodes les plus connus fut celui des lettres privées de Röhm, qui mentionnaient des relations avec de jeunes membres de l'organisation. Bien que le régime ait tenté de réprimer ces fuites, le scandale s'est répandu. Malgré cela, Hitler n'a pas réagi immédiatement. Il avait besoin de Röhm et de ses hommes pour consolider la domination du parti dans la rue. Mais il savait aussi que cette aile du mouvement pouvait devenir problématique. Röhm avait ses propres idées. Il voulait transformer la SA en une nouvelle force militaire officielle. Cela ne plaisait ni aux généraux ni à l'élite conservatrice. C'est pourquoi le plan visant à éliminer Röhm et ses alliés fut élaboré discrètement. Début 1934, Hitler bénéficiait déjà du soutien des forces armées, de la Gestapo et des SS. Il lui suffisait de se débarrasser de la SA pour en prendre le contrôle total. C'est alors que Himmler, Heydrich et Göring lui présentèrent des rapports sur de prétendus complots de coups d'État orchestrés par Röhm et son groupe. La décision fut rapide. Une liste fut dressée avec les noms des personnes à éliminer. Karl Ernst en faisait partie. L'opération fut baptisée Colibri. Un prétendu complot interne servirait de prétexte. L'ordre était clair, arrestation immédiate, sans procès et exécution. Il n'y aurait ni interrogatoire, ni possibilité de se défendre. Ernst n'était pas à Berlin à ce moment-là. Il s'était rendu à Brême avec sa femme qu'il venait d'épouser. La destination choisie était Tenerife. Ils prévoyaient d'y passer leur lune de miel. Mais les SS l'interceptèrent au port avant qu'il n'embarque. Il fut arrêté sans explication. Pendant son transfert vers Berlin, il n'était autorisé à communiquer avec personne. Des rapports indiquent qu'il avait été agressé pendant le voyage. Une fois arrivé en ville, il fut enfermé dans un quartier général de la Gestapo. Il y passa plusieurs heures avant d'être extrait de sa cellule. Il n'y eut ni procès ni inculpation. Il fut exécuté en secret et son corps disparut sans trace officielle. Au même moment, d'autres chefs des SA furent éliminés un par un. Heines fut surpris dans une pièce avec un autre homme. Il fut abattu sans délai. Röhm fut emmené dans une cellule où on le laissa armé d'une arme pour se suicider. Comme il refusait de le faire, ils le tuèrent. L'opération dura moins de 2 jours. Des dizaines de personnes furent tuées. Après cela, Hitler annonça avoir déjoué un coup d'État interne. Il justifia les massacres comme un acte de défense de l'État. Il affirma que Röhm avait trahi la cause et que d'autres membres des SA étaient impliqués. Il ne mentionna pas le nom de Karl Ernst. Il le considéra seulement comme l'un de ceux qui n'étaient plus utiles. La mort d'Ernst était un avertissement. Personne n'était en sécurité. Ceux qui avaient été utiles pouvaient être écartés sans avertissement, et son histoire serait effacée des archives. Aucun rôle ne lui fut attribué, aucun mérite, pas même une tombe. Il fut effacé. Des années plus tard, des survivants racontèrent les détails de cette purge. Ils parlèrent de peur, d'arrestations sans mandat, de fusillades dans des sous-sols. Les sociétés anonymes furent démantelées. Leur place fut prise par les SS, qui devinrent dès lors la principale force du régime. Karl Ernst fut l'un des premiers à tomber. Sa vie passa de l'anonymat aux plus hautes sphères du pouvoir, puis au silence. Son nom disparut des discours. Les photos sur lesquelles il apparaissait furent supprimées. Et sa silhouette se transforma en avertissement.
plus personne ne parlait de son passé, ni de son rôle dans la construction du pouvoir nazi, ni de ses liens avec Röhm, ni de sa mort. Son histoire fut étouffée par le système même qu'il avait utilisé. Röhm est le cœur homosexuel des SA, mythe, alliance et trahison. Dès les débuts du mouvement national-socialiste, un secteur du parti s'organisait de manière violente, avec ses propres hiérarchies et codes internes qui n'étaient pas évoqués publiquement. Ce groupe était les SA. Son chef était Ernst Röhm, un vétéran qui ne cachait pas sa préférence pour les hommes plus jeunes. Contrairement à d'autres dirigeants du parti, il ne dissimulait pas son mode de vie. Röhm avait un cercle proche composé d'hommes qui, comme lui, étaient revenus de la guerre et partagèrent sa vision de la politique et de l'action directe. Au sein de ce groupe se trouvaient Edmund Heines et Karl Ernst. Tous deux occupaient des postes importants au sein des SA. Tous deux étaient réputés pour leur brutalité. Tous deux étaient mentionnés dans des rapports internes pour leurs liens étroits avec Röhm. En 1931, lorsqu'Hitler le nomma chef absolu des SA, Röhm avait déjà formé une équipe fidèle. Parmi ses plus proches alliés figuraient Karl Ernst, qui contrôlait Berlin, et Heines, qui commandait en Silésie. Tous trois partageaient le même style de commandement, direct, franc, et un recours constant à la violence. L'homosexualité au sein des SA n'était un secret pour personne. Bien que les lois allemandes de l'époque criminalisaient ce type de comportement, la tolérance était manifeste au sein du haut commandement des SA. L'entourage de Röhm était connu pour cela. Même le principal dirigeant du parti, Adolf Hitler, était au courant. Mais pendant des années, il ferma les yeux car il avait besoin des SA pour consolider son pouvoir. Les archives indiquent qu'en février 1931, après l'expulsion du chef des SA de Berlin, Hitler décida de nommer Paul Schulz à la tête de cette unité. Schulz, à son tour, promut Heines et Ernst. Tous deux faisaient partie du groupe que leurs opposants appelaient les « gars de Röhm ». Ce surnom n'était pas un hasard. La presse anti-nazie de l'époque avait déjà publié des témoignages et des documents faisant état d'un réseau interne de relations entre les commandants des SA. Certains articles les accusaient d'accéder à des postes clés par le biais de liens intimes. La plupart de ces publications furent censurées, mais les rumeurs persistèrent. L'un des épisodes les plus tristement célèbres eut lieu lorsqu'Helmut Klotz, ancien nazi ayant rejoint le Parti social-démocrate, publia des lettres privées de Röhm dans lesquelles il exposait ouvertement ses préférences. Dans l'une de ses notes, il qualifiait les hommes de son entourage de ses camarades à part entière. Parmi eux figuraient Ernst et Heines. Après cette révélation, Klotz fut agressé au café du Parlement. Heines et d'autres députés nazis le frappèrent devant plusieurs témoins. Il n'y eut aucune sanction, mais l'incident fut enregistré. C'était un signe des efforts qu'ils étaient prêts à déployer pour faire taire ceux qui s'exprimaient sur ces sujets. Le scandale prit de l'ampleur lorsque les déclarations de Walter Stennes furent révélées. Cet ancien commandant des SA à Berlin avait rompu avec Röhm en 1931. Dans une lettre publique, il déclara qu'il n'accepterait pas d'ordre d'un homme entouré de prostituées. Il affirma que Röhm et son groupe utilisaient l'organisation comme couverture pour leurs actions personnelles. Ces propos provoquèrent une crise interne. Certains secteurs du parti exigèrent des explications, mais Hitler intervint et clôtura l'affaire. Il protégea Röhm, arguant que ce qui comptait, c'était son sens de l'organisation. Dès lors, toute discussion sur la vie privée des dirigeants des SA fut interdite. Röhm conserva son poste, et avec lui, ses alliés restèrent au pouvoir. Ernst consolida sa position à Berlin. Heines renforça son influence. Tous deux étaient craints. Tous deux reçurent le soutien direct de leur chef. Les sociétés anonymes continuèrent de se développer. Et en leur sein, le cercle intime de Röhm garda le contrôle. Certaines recherches actuelles suggèrent que Röhm promouvait une forme de communauté masculine fermée, où les relations entre hommes faisaient partie intégrante du lien de loyauté. Cette idée n'était pas nouvelle. Certains théoriciens du début du siècle l'avaient déjà évoquée. Pour Röhm, les SA étaient plus qu'une troupe de choc. C'était un groupe uni par des expériences communes. Dans ce contexte, Karl Ernst se distinguait par sa capacité à mobiliser les hommes et à organiser des actes de violence. Sa relation avec Röhm n'était pas seulement politique. Ils partageaient des espaces, des décisions et une confiance mutuelle.
Cette proximité fit de lui, des années plus tard, l'une des premières cibles à éliminer. Edmund Heines était également une figure marquante. Il était réputé pour sa brutalité, des exécutions extrajudiciaires, des passages à tabac et des menaces lui étaient imputés. Il obtint une promotion grâce à Röhm. Il jouissait d'une certaine réputation au sein du parti. Et, comme Ernst, il fut mentionné à plusieurs reprises dans des rapports confidentiels concernant le réseau interne entourant le chef des SA. La tolérance du parti pour de telles pratiques avait ses limites. Tant que les SA étaient utiles, Hitler les défendait. Mais à mesure que leur nombre et leur puissance augmentaient, elles commencèrent à susciter un malaise. Les dirigeants de l'armée, par exemple, considéraient Röhm avec suspicion. Ils craignaient qu'avec ses millions de partisans, il ne tente de remplacer l'armée régulière. En 1934, cette tension atteignit son point de rupture. Les SA comptèrent déjà plus de 3 millions de membres. Röhm avait commencé à s'exprimer publiquement sur la nécessité d'une nouvelle force armée populaire, contrôlée par lui. Cela alarma les généraux et inquiéta également Hitler. Les rapports internes des SS et de la Gestapo commencèrent à se concentrer sur des hommes proches de Röhm. Des profils furent dressés pour Karl Ernst, Heines et d'autres dirigeants régionaux. On parlait d'activités suspectes, de fêtes privées et de comportements que le régime ne pouvait justifier. L'un de ces documents mentionnait une réunion à laquelle Ernst, Heines et d'autres commandants des SA avaient assisté. Le lieu était décrit comme une maison de repos en périphérie de Berlin. D'après le rapport, des plans visant à consolider le pouvoir de Röhm au sein du parti y étaient discutés. Des comportements jugés inacceptables pour le discours officiel y étaient également consignés. La pression s'intensifiait. Les SS, sous la direction de Himmler, commencèrent à présenter ces rapports comme la preuve que Röhm n'était plus réceptif au parti. On disait qu'il préparait un coup d'État, que ces hommes, dont Ernst et Heines, étaient prêts à agir, et que ses pratiques personnelles menaçaient l'image du régime. Hitler se retrouva pris entre deux feux. D'un côté, il avait besoin des SA comme force de pression. De l'autre, les commandants de l'armée exigeaient qu'ils rétablissent l'ordre. La décision finale tomba en juin 1934. L'ensemble du cercle de Röhm reçut l'ordre d'éliminer. Ernst et Heines figuraient sur la liste. Le plan fut activé dans la nuit du 30 juin 1934. L'opération portait le nom de code Colibri. Des membres de la SS, de la Gestapo et d'autres unités fidèles à Hitler y participèrent. Les ordres étaient clairs, arrêter Röhm et les plus proches chefs des SA. Parmi les cibles figuraient Karl Ernst, Edmund Heines et plusieurs commandants régionaux. Edmund Heines fut trouvé dans une pièce avec un autre homme. Les officiers qui entrèrent dans la pièce rapportèrent qu'ils étaient tous deux nus. Heines n'opposa aucune résistance. Il fut immédiatement arrêté. Quelques heures plus tard, il fut fusillé sans procès. Il n'eut pas le droit de parler. Il n'eut ni question ni défense. Karl Ernst, quant à lui, avait quitté Berlin pour voyager avec sa femme. Il se trouvait dans le port de Brême, prêt à embarquer pour sa lune de miel. Il fut intercepté par des SS avant d'embarquer sur le navire. Il ne reçut aucune explication. Il fut placé dans un véhicule et conduit sans délai à Berlin. En route, il fut battu. À son arrivée, il fut immédiatement exécuté. Ernst Röhm fut arrêté dans la station thermale de Bad Wiessee. Il y fut hébergé avec une partie de son entourage. Lors de la rafle, plusieurs de ses compagnons furent tués sur le coup. Il fut emmené en prison. Hitler avait ordonné qu'on lui remette un pistolet pour se suicider. Röhm refusa. Quelques heures plus tard, 2 SS entrèrent dans sa cellule et le tuèrent. Au total, plus de 80 personnes furent exécutées durant ces heures. Certaines moururent dans des hôtels, d'autres dans des prisons ou des casernes. Il n'y eut ni procès ni enquête. La décision était déjà prise. Les SA devaient être démantelés. Et l'entourage de Röhm devait être complètement éliminé. Après les événements, Hitler prononça un discours dans lequel il affirma avoir démantelé une conspiration interne. Il déclara que Röhm et son entourage préparaient un coup d'État contre le gouvernement, que leurs intentions étaient de trahir le parti, qu'il avait agi pour défendre l'État. Il passa sous silence la vie privée des personnes exécutées. Mais les rumeurs circulèrent sans contrôle. Les journaux, contrôlés par le régime, publièrent des articles justifiant les meurtres. Ils évoquèrent la conduite morale des personnes impliquées, évoquant vices, corruption et scandales sexuels. Ils mentionnèrent Karl Ernst, Heines et d'autres, sans fournir de détails,
mais en précisant qu'il ne représentait plus l'idéal du parti. La version officielle était plutôt qu'une trahison avait été déjouée, que les personnes exécutées constituaient une menace pour l'unité du pays et que la purge était nécessaire. Cette version fut reprise lors d'événements publics, dans des discours et des documents officiels. L'histoire fut ajustée pour effacer les détails gênants. Le cas de Karl Ernst fut l'un des plus marquants. Il avait été une figure emblématique de Berlin. Il avait organisé des rassemblements de masse, contrôlé les rues et toujours obéi aux ordres du parti. Mais après son exécution, son nom disparut des archives. Photos, rapports et mentions furent supprimés. Aucun enterrement ne fut autorisé. Edmund Heines ne fut plus jamais mentionné. Malgré son poste élevé au sein des SA, sa figure fut effacée. La version qui subsista fut celle d'un traître, sans autre explication. Il en fut de même pour d'autres hommes proches de Röhm. Ils furent exclus de l'histoire officielle du régime. Dans les années qui suivirent, les SA perdirent de leur force. La SS, sous le commandement de Himmler, prit sa place. Elle devint la nouvelle structure armée du régime. Elle disposait du pouvoir, de l'autonomie, d'un budget et du contrôle total des forces de sécurité. L'élimination de Röhm et de son groupe ouvrit la voie à ce changement. L'homosexualité, jusque-là tolérée dans certains cercles du parti, commença à être utilisée comme motif de persécution. À partir de 1935, le régime durcit la législation contre les relations entre hommes. Des arrestations massives furent effectuées. Des lieux de réunion furent fermés. Des campagnes de surveillance furent organisées. Ce changement fut exploité par la propagande officielle. On prétendit que le régime luttait contre la dégénérescence, que les erreurs du passé ne se répéteraient pas, que le parti avait été purifié, que les coupables avaient été punis. Ce récit justifiait ce qui était arrivé à Röhm, Ernst et à tous les autres. En réalité, la purge des SA n'était pas seulement une question morale. C'était une manœuvre politique. Hitler avait besoin du soutien de l'armée et de l'élite économique. Les SA étaient perçus comme une menace pour les deux. Röhm avait ses propres idées. Il voulait une révolution au sein du régime. Ces hommes, comme Ernst et Heines, le soutenaient. Cela en faisait des ennemis. L'exécution de Karl Ernst démontra qu'aucune position ne garantissait la sécurité, qu'être utile ne suffisait pas, qu'à tout moment, le parti pouvait se retourner et éliminer ses propres membres. Cette loyauté ne protégeait pas contre une décision politique. Les relations entre hommes au sein des sociétés anonymes n'étaient plus tolérées. Ils furent utilisés comme preuve de trahison. Ce qui était auparavant passé sous silence justifiait désormais l'arrestation. La vie privée des personnes exécutées devint un argument pour les effacer de l'histoire. Dans le cas de Röhm, sa position à la tête des SA faisait de lui une cible de choix. Mais sans ses alliés, il n'aurait pas été possible de maintenir son pouvoir. Karl Ernst organisa des opérations dans la capitale. Heines imposa la discipline dans sa région. Tous deux exécutèrent leurs ordres sans poser de questions. C'est pourquoi ils furent également éliminés. L'histoire de l'entourage de Röhm fut occultée par le régime. Pendant des années, on évita d'en parler. Lorsqu'ils apparaissaient dans des documents ou des photographies, ils étaient recadrés ou éliminés. Leurs noms étaient rayés des listes officielles. Le silence était imposé comme une forme de contrôle. Ce n'est qu'après la fin du régime que furent retrouvés des documents, des témoignages et des archives permettant de reconstituer les événements. Les relations internes au sein des sociétés anonymes furent révélées. Les exécutions sans procès furent confirmées. La purge fut perçue comme une purification interne et non comme une réponse à un véritable complot. Karl Ernst fut l'un des plus touchés. Son ascension fut rapide, sa chute immédiate, son corps ne fut jamais restitué. Son histoire fut effacée. De commandant de Berlin, il disparut. Seul subsistait le souvenir de ceux qui le connaissaient, et les rapports furent retrouvés plus tard. Les motivations d'Hitler, la peur, le pouvoir et la pression de l'armée. Dans les premiers mois de 1934, Hitler était déjà chef du gouvernement et bénéficiait du soutien d'une grande partie de la population. Mais il ne contrôlait pas tout. L'armée allemande, bien que limitée par les traités internationaux, conservait sa structure, ses commandements et son influence. La SA, en revanche, était une force importante, sans formation militaire formelle, mais avec une présence massive dans les rues. Cette situation générait des tensions qui s'accrurent de semaine en semaine. Ernst Röhm, chef de la SA, avait une vision différente.
Il pensait que son organisation devait devenir la nouvelle armée du pays. Il ne cachait pas ses intentions. Il les exprimait lors de réunions, de discours et de lettres privées. Il pensait que la révolution nazie n'était pas terminée, qu'une transformation complète du système était encore nécessaire. Pour lui, la SA était l'instrument pour y parvenir. La proposition de Röhm était claire, fusionner la SA avec l'armée régulière. Créer une force unique sous son contrôle. En pratique, cela signifiait que les officiers de l'armée deviendraient subordonnés à quelqu'un comme Röhm. Les généraux n'acceptèrent pas cette idée. Ils voyaient en Röhm un agitateur sans formation tactique. Ils ne voulaient pas partager le pouvoir avec lui ou ses partisans. Hitler était coincé entre ces deux blocs. D'un côté, il devait son ascension au soutien des SA. C'est grâce à leurs actions dans la rue que le parti nazi parvint à se consolider. Mais de l'autre, il savait qu'il avait besoin de l'armée pour se maintenir au pouvoir. Il ne pouvait pas combattre sur deux fronts simultanément, et les généraux exigeaient une définition. La situation devint plus urgente lorsque le président Paul von Hindenburg commença à tomber malade. C'était un homme âgé, symbole de l'autorité traditionnelle. À sa mort, Hitler souhaitait reprendre sa place à la tête de l'État. Mais pour cela, il avait besoin du soutien total de l'armée. Sans elle, il ne pouvait garantir une passation de pouvoir sans conflit. Les chefs militaires, menés par Werner von Blomberg, firent clairement savoir qu'ils n'accepteraient pas une telle succession si la SA continuait de croître. Ils exigeaient que Röhm soit maîtrisé, que le pouvoir de ces hommes soit limité, que les défilés, les entraînements parallèles et les discours provocateurs cessent. La condition était simple, si Hitler voulait leur soutien, il devait se débarrasser de la SA. Hitler le comprenait. Mais la décision ne fut pas immédiate. Pendant des semaines, il tenta de calmer les généraux sans rompre avec Röhm. Il lui demanda de modérer son langage, d'éviter de parler de révolution, de cesser d'appeler à l'unification des forces. Röhm refusa. Il insista sur la nécessité de poursuivre le changement. Il pensait qu'Hitler le soutiendrait jusqu'au bout. Au même moment, des rapports de la SS et de la Gestapo commencèrent à circuler concernant une prétendue trahison au sein de la SA. On disait que Röhm et son entourage préparaient un soulèvement, qu'ils voulaient renverser le gouvernement et prendre le pouvoir, et qu'ils disposaient d'hommes armés dans tout le pays. Ils disposaient de listes de cibles et de plans détaillés. Rien ne prouve qu'un tel coup d'État ait réellement eu lieu. Mais les documents servirent à convaincre Hitler de la nécessité d'agir. Himmler, chef de la SS, et Reinhard Heydrich, chef de la police secrète, élaborèrent un plan pour éliminer Röhm et ses principaux alliés. Göring, un autre proche collaborateur d'Hitler, participa également à l'opération. L'opération devait être menée en quelques jours seulement. Le motif officiel était la trahison. Les arrestations seraient effectuées sans préavis. Il n'y aurait pas de procès. Aucune défense ne serait admise. L'objectif était d'éliminer la direction des SA d'un seul coup. Le nom de code choisi était Colibri. Avant de mettre le plan à exécution, Hitler se rendit à Bad Wiessee, où Röhm reposait. Il voulait voir de ses propres yeux s'il préparait réellement quelque chose. Il trouva le calme, sans aucun signe de complot. Mais cela n'avait plus d'importance. La décision était prise. Il fallait étouffer le conflit avec l'armée dans l'œuf. Le 30 juin 1934, le raid commença. Au même moment, dans plusieurs villes, des agents SS et policiers arrêtèrent des dizaines de dirigeants SA. Parmi eux figuraient Karl Ernst, Edmund Heines et d'autres dirigeants régionaux. Certains furent exécutés sur place, d'autres emmenés pour être fusillés. La rapidité de l'opération était cruciale. Il n'y avait pas de temps pour réagir. En moins de 48 heures, le commandement SA était détruit. Röhm fut arrêté et incarcéré. On lui offrit un pistolet pour se suicider. Devant son refus, il fut assassiné dans sa cellule. Tous les autres furent éliminés sans exception. Hitler annonça les événements dans un discours radiophonique. Il déclara avoir déjoué une tentative de coup d'État, qu'il avait agi pour la défense de l'État, que les personnes tuées étaient des traîtres. Il ne nomma pas tout le monde. Il ne donna aucun détail. Il répéta seulement que l'ordre devait être maintenu. La réaction de l'armée fut immédiate. Les généraux félicitèrent Hitler pour sa décision. Ils lui jurèrent fidélité. Dès lors, ils le reconnurent comme leur commandant suprême. À la mort d'Hindenburg, quelques semaines plus tard, Hitler prit la tête de l'État sans opposition. Il détenait désormais tous les pouvoirs.
La purge envoya également un message aux autres secteurs du parti. Elle montra que personne n'était au-dessus de la structure, que les alliances pouvaient être brisées. Ce pouvoir ne garantissait pas l'immunité, que tout soupçon était un motif suffisant pour disparaître. Dès lors, la SA fut réduite à une force symbolique. Elle perdit son autonomie. Elle fut contrôlée par la SS. Elle ne joua plus aucun rôle dirigeant. Ses anciens dirigeants furent éliminés ou réduits au silence. Les nouveaux nommés répondirent directement à Hitler. L'armée, en revanche, recouvra ses privilèges. On lui promit qu'aucune autre force ne pourrait l'égaler. L'expansion des armements fut autorisée. Les plans d'expansion reprirent. Les généraux furent intégrés au nouveau système, non plus comme adversaires, mais comme partie prenante du projet. La manœuvre d'Hitler était calculée. Il sacrifia ceux qui avaient contribué à son ascension pour consolider sa position. Il utilisa la prétendue menace interne comme prétexte. Et il élimina tout un réseau de pouvoir qui ne lui servait plus. Il le fit sans procès, sans preuve, sans droit de réponse. Karl Ernst, Edmund Heines et bien d'autres furent exclus du récit officiel. Leurs noms furent effacés. Leur passage au parti fut ignoré. L'histoire fut réécrite. L'ennemi, c'était désormais eux. Ce qu'ils avaient fait auparavant n'avait plus d'importance. Seul comptait ce que le régime disait d'eux. L'élimination des SA fut justifiée comme une mesure d'urgence. Mais les archives montrent que le plan avait été préparé à l'avance. Himmler et Heydrich avaient passé des semaines à recueillir des renseignements, à dresser des listes et à organiser les équipes qui exécuteraient l'opération. Göring coordonna les mouvements depuis Berlin. Il n'y eut aucune improvisation. Les dossiers récupérés après la guerre contiennent des notes internes détaillant les noms des cibles. Karl Ernst fut parmi les premiers. Sa proximité avec Röhm, son leadership à Berlin et son influence au sein du mouvement le rendaient dangereux pour les nouveaux plans. Edmund Heines fut également identifié dès le départ. Les agents SS savaient où trouver chacun d'eux. Ils connaissaient leurs itinéraires, leurs horaires, leurs adresses. Dès que l'ordre fut donné, ils agissaient sans hésitation. Certains furent arrachés à leur lit, d'autres furent interceptés dans des hôtels ou des gares. Dans le cas d'Ernst, ils le surprirent dans le port de Brême, alors qu'il s'apprêtait à embarquer avec sa femme. Il en fut de même pour d'autres dirigeants régionaux. Certains tentèrent de résister, mais ils furent maîtrisés en quelques secondes. Il n'y eut ni interrogatoire, ni transferts interminables. Dans de nombreux cas, les exécutions eurent lieu sur place, sans témoin, sans explication. L'objectif était que le coup d'État soit total. Malgré la violence, la plupart des médias saluèrent la décision. La presse contrôlée par le régime publiait des articles évoquant des traîtres, des complots et des déviances morales. La vie privée des personnes exécutées était utilisée pour les discréditer. Elles étaient présentées comme corrompues, immorales et des ennemis internes. Les discours officiels se concentraient sur 2 points, la nécessité de maintenir l'ordre et la propreté au sein du parti. Hitler se présentait comme un dirigeant agissant avec fermeté. Il déclarait qu'il ne permettrait aucune division, que toute tentative de briser l'unité serait écrasée et que l'État était au-dessus de tout. Ce discours fonctionna. La population, dans sa majorité, accepta la version du gouvernement. Les manifestations publiques se poursuivirent. Les saluts continuèrent. Les affiches restèrent inchangées. Seules quelques voix à l'étranger s'interrogeaient sur ce qui s'était passé. Mais à l'intérieur du pays, le contrôle était quasi total. Avec l'affaiblissement des SA, Hitler put se concentrer sur d'autres secteurs du pouvoir. Il conclut des accords avec les industriels. Il négocia avec le commandement de l'armée. Il renforça le rôle des SS et il assura son contrôle sur l'appareil d'État. La purge avait été une étape clé pour consolider son pouvoir absolu. Au cours des années suivantes, la version officielle de l'histoire fut adaptée aux besoins du régime. Röhm fut effacé de la scène publique. Les photos de lui aux côtés d'Hitler furent recadrées, ses discours furent supprimés, ses écrits censurés. Il en fut de même pour Karl Ernst et les autres exécutés. Les rares documents subsistants furent conservés dans des archives secrètes. On ne parla d'eux ni dans les écoles, ni lors des manifestations. Leurs noms ne furent pas mentionnés. Leur rôle dans l'essor du mouvement fut passé sous silence. De héros, ils étaient devenus des traîtres en quelques heures. Ce n'est qu'après la chute du régime qu'il fut possible de reconstituer le véritable déroulement des événements. Des ordres signés,
Des rapports d'exécution et des listes de victimes furent retrouvés. On apprit qu'il n'y avait pas eu de procès, que la plupart des accusés ignoraient même les raisons de leur arrestation, que les accusations étaient vagues ou forgées de toutes pièces. La suppression des SA marqua également un changement dans l'approche idéologique du régime. L'aspect révolutionnaire du mouvement fut étouffé. Les discours sur la justice sociale, la redistribution et la lutte des classes furent abandonnés. À leur place, l'ordre, la discipline et l'obéissance aveugle furent renforcés. Cela profita aux secteurs les plus conservateurs. Les chefs d'entreprise, les militaires et les bureaucrates se sentaient plus à l'aise avec la nouvelle orientation. Les anciennes promesses de transformation furent abandonnées. Le parti devint plus hiérarchique, plus rigide, plus aligné sur les structures traditionnelles. Karl Ernst, qui avait représenté le visage agressif du mouvement dans la rue, ne cadrait plus avec ce schéma. Son style, son histoire, son rôle des premières années n'étaient plus qu'un souvenir pénible. C'est pourquoi il fut éliminé, non seulement physiquement, mais aussi de la mémoire officielle. Edmund Heines, avec sa réputation de fermeté et sa relation avec Röhm, fut également effacé. Les nouvelles générations au sein du parti ne savaient plus qui elles étaient, et si elles posèrent la question, elles recevaient des réponses vagues ou des mensonges. L'histoire avait été modifiée pour s'adapter aux besoins du moment. L'armée, quant à elle, gagnait en puissance. On lui autorisait son expansion. On lui accordait de nouvelles ressources. On lui garantissait son autonomie. En échange, elle prêtait serment de loyauté à Hitler personnellement. Ce pacte scella le destin du pays. Le chef du gouvernement ne connaissait plus ses limites. En bref, les motivations d'Hitler pour agir contre les SA étaient multiples. Il lui fallait calmer l'armée. Il voulait consolider son emprise. Il devait éliminer les foyers de résistance potentiels. Et, plus encore, il souhaitait envoyer un message clair. Le pouvoir était entre ses mains et personne ne pouvait le défier. L'opération Colibri était l'outil pour y parvenir. Un nettoyage interne déguisé en défense de l'État. Une manœuvre politique exécutée avec précision. Un signe que le régime n'hésitait pas à agir contre ses propres membres si nécessaire. Karl Ernst fut un acteur clé de cette histoire. Son ascension et sa chute illustrent le fonctionnement du système. Comment les gens étaient utilisés pendant leur service et comment ils étaient écartés lorsqu'ils n'étaient plus utiles, sans procès, sans explication, sans mémoire. La nuit des longs couteaux, l'arrestation et l'assassinat de Karl Ernst. Dans la nuit du 30 juin 1934, une opération secrètement planifiée depuis des semaines fut lancée, nom de code Colibri. Elle était menée par des membres de la SS et des agents de la police secrète. Son objectif était d'éliminer les dirigeants de la SA considérés comme un obstacle au nouvel ordre qu'Hitler souhaitait instaurer. Karl Ernst figurait en tête de liste. Chef de la SA à Berlin, il avait joué un rôle important les années précédentes. Il avait participé à la prise du pouvoir dans la capitale. Il avait mené des actions de rue. Il avait fait preuve de loyauté envers le parti. Mais il était également proche de Röhm. Ce fait, à ce moment-là, faisait de lui une cible. Ce jour-là, Karl Ernst était sorti de Berlin. Il s'était rendu à Brême pour embarquer pour Tenerife. Ce voyage faisait partie de sa lune de miel. Il venait d'épouser une jeune femme nommée Beate. Tous deux étaient au port, prêts à embarquer sur le SS Saint. Louis, lorsque des officiers SS l'interceptèrent. Les hommes s'approchèrent discrètement de lui. Ils l'identifièrent. Ils ne donnèrent aucune explication. Ils le firent monter dans un véhicule. Beate resta sur le banc des accusés sans comprendre ce qui se passait. Il n'y avait aucun mandat, aucune inculpation officielle, juste une arrestation rapide, silencieuse et directe. Karl Ernst fut emmené en train à Berlin. Pendant le trajet, il fut battu. Des témoins affirmèrent plus tard qu'il avait été attaché avec des cordes, qu'il avait été insulté, qu'on lui avait refusé de la nourriture et de l'eau. Le voyage dura plusieurs heures. À son arrivée dans la capitale, il ne fut conduit ni en prison ni dans un bureau de sécurité. Il fut conduit directement dans une caserne SS. D'autres dirigeants des SA y avaient également été détenus. Edmund Heines, par exemple, avait été arrêté le matin même. Il avait été retrouvé dans une pièce avec un autre homme. Tous deux étaient nus. Ils n'avaient opposé aucune résistance. Heines fut abattu quelques heures plus tard dans la cour d'un commissariat. L'exécution de Karl Ernst fut ordonnée sans procès. Il ne fut pas autorisé à témoigner. Aucun avocat ne lui fut attribué.
Il fut extrait du véhicule et conduit dans un sous-sol. Là, sans inculpation, il fut contraint de s'agenouiller. Il reçut une balle dans la tête. Il mourut sur place. Personne ne récupéra son corps. Sa famille ne fut pas informée. Il n'y eut pas de funérailles. Au même moment, d'autres dirigeants des SA subirent le même sort. Dans différentes villes, des hommes armés pénétrèrent dans des maisons, des hôtels et des bureaux. Ils arrêtèrent, battirent et tuèrent. Certains furent exécutés dans la rue, d'autres dans les sous-sols de bâtiments officiels. Aucune question n'était acceptée. Aucun témoin n'était admis. Le silence faisait partie du plan. L'ordre venait directement d'Hitler. Il avait signé l'autorisation de mener l'opération Colibri. Il y avait qualifié Röhm, Ernst, Heines et plusieurs autres de déviants et de traîtres. Le mot trahison fut utilisé comme justification, mais les détails ne furent jamais rendus publics. Le lendemain, les journaux rapportèrent qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée, que les SA préparaient l'assassinat du chef de l'État, qu'il existait des listes de noms, que des réunions secrètes avaient été détectées. Aucune preuve ne fut présentée, aucun document ne fut présenté. Seules des déclarations répétées par des porte-paroles officiels ont été faites. Le cas de Karl Ernst n'a pas été évoqué en détail. On a dit qu'il avait été arrêté dans le cadre de l'opération, qu'il était lié au plan de Röhm et qu'il avait été démis de ses fonctions. Aucun rapport n'a fait état de son exécution. Son épouse n'a pas non plus été mentionnée. Son nom a disparu des archives en quelques jours. La Gestapo a ordonné la suppression de toute référence à sa carrière. Son dossier a été supprimé des archives du parti. Sur les photographies officielles, son visage était masqué ou recadré. Lors des événements publics, il n'a plus été mentionné. Il en a été de même pour d'autres hommes éliminés cette nuit-là. La rapidité des événements a contribué au succès de l'opération. Röhm a été arrêté à Bad Wiessee par Hitler en personne. Il se reposait dans un hôtel. Il n'avait pas d'armes. Il a été emmené à la prison de Stadelheim. Là, on lui a proposé un pistolet pour se suicider. Devant son refus, il a été assassiné par 2 officiers SS. On estime que plus de 80 personnes ont été exécutées pendant la nuit des longs couteaux. Certaines sources affirment que le nombre réel était supérieur à 150. La plupart étaient des membres de la SA, d'autres étaient des politiciens, d'anciens rivaux ou des ennemis internes du régime. Tous sont morts sans procès. La peur s'est répandue dans les semaines qui ont suivi. Personne n'a posé de questions. Personne n'a parlé. Dans les bureaux du parti, les photos de groupe furent retouchées. Les visages des victimes furent effacés. Dans les écoles, les manuels scolaires furent mis à jour. Dans les discours, les noms furent modifiés. Le mémorandum officiel fut réécrit. L'épouse de Karl Ernst ne le revit plus jamais. Elle ne reçut aucune notification. Elle ne put récupérer ses biens. Elle n'eut le droit de formuler aucune revendication. Elle vécut le reste de ses jours sans connaître les détails de la mort de son mari. Le régime ne reconnut pas ses erreurs, il ne donna aucune explication. Il se contenta d'imposer le silence. Après l'assassinat de Karl Ernst, des documents le concernant furent détruits. Les archives des sociétés anonymes à Berlin furent examinées. Les ordres portant sa signature furent retirés. Les rapports furent brûlés, les listes effacées et les références effacées. Bientôt, son nom disparut des journaux du parti. La même procédure fut appliquée dans les autres villes. Toute trace des personnes exécutées fut effacée. Le quartier général reçut l'ordre de supprimer tout lien avec elles. Même lors des réunions internes, on évitait de parler des disparus. C'était comme s'ils n'avaient jamais fait partie du mouvement. Les agents de la Gestapo veillèrent à ce que la purge soit complète. Ils supervisèrent les bibliothèques, les archives de presse, les photographies et les publications. Si une image de Karl Ernst apparaissait, il était demandé qu'elle soit modifiée. Quiconque le mentionnait en public était interrogé. Le silence faisait partie de la punition. La disparition de Karl Ernst fut totale. Il n'y eut ni tombe ni cérémonie d'adieu. Son corps ne fut jamais rendu public. Sa mort ne fut pas enregistrée sur les listes officielles du régime. Pour le gouvernement, il avait tout simplement cessé d'exister. Pendant des années, les détails de son arrestation et de son exécution restèrent inconnus. Ce n'est qu'après la chute du régime que des rapports furent retrouvés. Des notes internes de la SS et de la Gestapo confirmèrent le lieu de sa mort. Des déclarations d'agents ayant participé à l'opération furent également retrouvées. L'un de ces documents mentionne que Karl Ernst fut emmené au camp de concentration d'Oranienburg avant d'être exécuté.
Là, la SS disposait déjà d'installations pour les détenus spéciaux. Il fut conduit dans une cellule sans fenêtre. C'est là qu'il passa ses dernières heures. Il n'était autorisé à contacter personne. Il ne recevait ni visite ni message. Un autre rapport indique qu'il a été assassiné avec 2 autres officiers des SA. Tous 3 ont été contraints de s'agenouiller. Un groupe de 5 hommes armés a procédé à l'exécution. Chacun a tiré 2 coups de feu. Les corps ont ensuite été enveloppés dans des bâches et transportés dans un camion. Leur destination finale n'a pas été enregistrée. Certains officiers ont mentionné que les corps avaient été incinérés. D'autres, qu'ils avaient été enterrés dans une fosse anonyme au sein même du camp. Il n'y a aucune certitude. La seule chose qui est certaine est qu'il n'y a jamais eu d'intention de les rendre à leur famille. L'ordre était de les faire disparaître complètement. L'histoire de Karl Ernst a ainsi été étouffée. Il n'a même pas été mentionné dans la presse étrangère. Sa veuve, Beate, a tenté de savoir ce qui s'était passé. Elle a envoyé des lettres. Elle a consulté des connaissances. Elle n'a reçu aucune réponse. Elle a été placée sous surveillance pendant un certain temps. Il lui a été interdit de parler de l'affaire. Elle a finalement abandonné les recherches. Après 1945, lors du procès de Nuremberg, le nom de Karl Ernst est apparu dans certaines déclarations. Il fut mentionné comme l'un des dirigeants assassinés sans procès dans la nuit du 30 juin. Mais aucune poursuite ne fut engagée. Aucune accusation ne fut portée pour sa mort. Les responsables étaient déjà morts ou avaient détruit les archives. Le meurtre de Karl Ernst fut l'un des nombreux actes utilisés par Hitler pour consolider son emprise. En éliminant des personnalités comme lui, le régime envoya un message clair. Personne n'était à l'abri. Ni les fondateurs du mouvement, ni les dirigeants régionaux, ni ceux qui avaient été fidèles jusqu'au bout. La nuit des longs couteaux resta plus tard dans les mémoires comme le moment où le pouvoir devint absolu. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dès lors, Hitler n'eut plus besoin de justifier ses actes. Un ordre suffisait. Les structures de contrôle répondirent sans délai. Karl Ernst, qui avait dirigé la SA à Berlin, qui avait participé à l'organisation de rassemblements de masse, qui avait participé à l'accession au pouvoir du parti, fut effacé de l'histoire. Ce n'était pas un martyr, ce n'était pas un héros, ce n'était pas un traître au sens propre du terme. C'était simplement un homme écarté par commodité. Son histoire, comme celle d'autres, illustre le fonctionnement du système interne du régime. Comment les fluctuations de loyauté, les besoins stratégiques et la peur pouvaient conduire à l'élimination de proches alliés. Comment la structure s'adaptait à chaque instant, quel qu'en soit le prix. L'opération Colibri n'était pas seulement une action militaire, c'était aussi une purge idéologique, une réduction de ce qui ne convenait plus, un nettoyage visant à redéfinir la trajectoire du parti. Et ce faisant, des hommes comme Karl Ernst furent effacés de la mémoire collective. Aujourd'hui, les documents retrouvés nous permettent de reconstituer une partie de son histoire, non pas avec des détails complets, pas avec une certitude absolue, mais avec suffisamment d'éléments pour comprendre que sa mort s'inscrivait dans une stratégie planifiée, qu'il n'y avait aucune erreur, qu'elle n'était pas excessive, qu'il s'agissait d'une exécution préméditée. Le cas de Karl Ernst illustre le coût humain des décisions politiques prises au sommet du régime. Un exemple de loyauté sans garantie, de la façon dont des alliances pouvaient être brisées en quelques secondes, et de la façon dont l'histoire officielle pouvait être réécrite sans laisser de traces. La chute de Röhm et l'utilisation politique de l'homosexualité. Ernst Röhm, chef suprême des SA, avait été l'un des premiers alliés d'Hitler. Il était revenu de Bolivie en 1931 pour réorganiser la structure des groupes d'assaut. Sous son commandement, les SA comptaient plus de 3 millions de membres. Ils étaient présents dans tout le pays. Ils s'entraînaient comme une force parallèle. Ils défilaient dans les rues. Ils portaient leur propre uniforme et ils répondaient directement à Röhm. Dès le début, Röhm ne cachait pas son orientation sexuelle. Plusieurs membres du parti savaient qu'il entretenait des relations avec des hommes. Il ne considérait pas cela comme un secret. Pour lui, sa vie privée n'interférait pas avec ses fonctions. Il évoquait même ses goûts avec naturel dans certaines lettres personnelles. Il n'avait aucune intention de les cacher. Cette attitude suscitait un malaise dans certains secteurs du parti, notamment parmi les plus conservateurs. Certains le considéraient comme immoral, d'autres comme une menace pour l'image du mouvement.
Mais tant que Röhm maintint sa proximité avec Hitler et son contrôle sur les SA, personne ne l'affronta directement. À mesure que les tensions entre les SA et l'armée s'intensifièrent, des rumeurs commencèrent à circuler. On parle de fêtes secrètes, de réunions privées dans des hôtels, de relations entre officiers supérieurs. Les informations furent exploitées par les SS et la Gestapo. Des rapports furent accumulés. Des notes furent prises. Tout fut archivé. Heydrich, chef de la police secrète, ordonna la constitution de dossiers sur Röhm et son entourage. Des témoignages furent recueillis. Des photos furent prises. Les appels téléphoniques furent surveillés. Des preuves de comportement considérés comme déviants furent recherchées. L'objectif était clair, disposer d'arguments à utiliser contre lui le moment venu. Lorsque Hitler décida d'éliminer Röhm, ces documents devinrent des outils précieux. Ils servirent à justifier sa chute, à convaincre les commandants militaires, à expliquer au public pourquoi un homme si proche du chef de l'État était exécuté. L'homosexualité de Röhm passa du statut de fait avéré à celui de prétexte politique. L'un des épisodes les plus utilisés comme preuve fut l'arrestation d'Edmund Heines. Il fut trouvé au lit avec un autre homme. Tous deux furent arrêtés. La scène fut décrite en détail dans des rapports internes. Il fut affirmé qu'un tel comportement était incompatible avec le service de l'État et violait les valeurs du mouvement. Heines fut abattu quelques heures plus tard. Ces événements furent présentés comme des exemples de corruption interne, comme des signes que la SA avait perdu son chemin, que ses dirigeants n'étaient plus dignes de confiance, qu'ils avaient sombré dans le vice, les abus et la débauche. L'accusation sexuelle servit à renforcer le récit officiel. Après la purge, les journaux parlèrent ouvertement du comportement indécent de Röhm. On raconta qu'il avait mis en place un réseau de faveurs, qu'il offrait des postes en échange de relations, que la SA était devenue un cercle fermé de pratiques interdites. Rien de tout cela ne fut prouvé par des preuves tangibles. Mais cela contribua à saper son image. Des photos de Röhm disparurent des archives. Son nom fut effacé des discours. Des enregistrements furent détruits. Des livres furent éliminés. Même des exemplaires du journal dans lequel il apparaissait furent retirés. Les images le montrant avec Hitler furent retouchées. Seules les versions ne le montrant pas furent conservées. L'homosexualité de Röhm, jusque-là tolérée, devint une accusation directe. Elle fut utilisée pour le discréditer publiquement, pour effacer son rôle dans l'histoire du mouvement et pour justifier son assassinat. Le régime exploita les préjugés sociaux et en fit un outil politique. Il en fut de même pour d'autres personnes exécutées lors de la nuit des longs couteaux. Certaines furent présentées comme faisant partie d'un réseau immoral. Des histoires non confirmées furent diffusées. Les détails furent exagérés. Ils furent présentés comme corrompus, non seulement politiquement, mais aussi personnellement. Cela contribua à réduire la sympathie qu'ils auraient pu susciter. En réalité, le motif principal de la purge n'était pas l'orientation sexuelle de Röhm ou de ses collaborateurs, mais le pouvoir qu'ils avaient accumulé, la peur d'Hitler de perdre le contrôle, la pression de l'armée. Mais les accusations sexuelles servirent d'arguments précieux pour gagner le soutien de l'opinion publique. Après la purge, la politique contre l'homosexualité fut durcie. La Gestapo reçut des instructions claires. Les perquisitions se multiplièrent. Des arrestations furent effectuées. Des dossiers furent ouverts. Les lois, jusque-là partiellement appliquées, furent désormais appliquées avec plus de rigueur. L'affaire Röhm avait marqué un tournant. Après la mort de Röhm et du haut commandement de la SA, la SS prit le contrôle. Himmler et Heydrich accédèrent au pouvoir. La SA perdit ses fonctions et se limita à des parades et à des tâches mineures. L'homosexualité, jusque-là tolérée dans certains cas, devint plus sévèrement réprimée. Les arrestations furent intensifiées en vertu de l'article 175 du Code pénal. La Gestapo dressa des listes, fit appel à des informateurs et ouvrit des dossiers. L'affaire Röhm servit à justifier cette répression. Dans les camps de concentration, les accusés étaient marqués d'un triangle rose, séparés des autres et soumis au travail forcé ou à des expériences. Nombre d'entre eux ne survécurent pas. En interne, l'accès au poste de commandement était fermé à toute personne considérée comme suspecte. La version officielle occulta la question. Noms, images et dossiers furent supprimés. Karl Ernst fut lié à ce milieu sans preuve pour justifier son exécution.
Son cas montre comment le régime utilisa la vie privée comme une arme politique, éliminant ceux qui ne servaient plus ses intérêts.